En Israël, c'est simple, il n'y a qu'une seule direction, c'est le haut. Le shekel est fort, les prix montent. Le shekel est bas, les prix montent. Le transport marin est cher, les prix montent. Le transport marin n'est pas cher, les prix montent. Il y a toujours quelque chose. En Europe, les prix descendent. C'est normal de faire descendre les prix quand les coûts des entreprises baissent. En Israël, ça n'existe pas. Et véritablement, je suis stupéfaite de voir cette attitude des grandes entreprises qui se permettent de faire des annonces comme ça dans un contexte, qui est quand même très déprimé, et psychologiquement et économiquement, ça n'a pas de justification. Eh bien voilà, il est 8h et bientôt 40 minutes sur Radio Qualité. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yael Ifra. Yael, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On a bien besoin de votre éclairage en tant qu'experte en économie, en consommation, parce que, justement, la consommation des Israéliens risque d'être quelque peu modifiée par une série de mesures d'augmentation des prix. On va dire dans tous les supermarchés. On va dire, on devrait le ressentir dans les tout prochains jours. Je regardais des reportages là-dessus. On parle d'augmentation de 4 à 20% des prix dans les supermarchés. Il y a l'entrée en vigueur d'une augmentation d'1% de la TVA, si je ne m'abuse, qui va se répercuter par encore une augmentation, je suppose, un peu plus sévère de tous les prix. Comment on va faire face à ce genre d'augmentation qui va réduire certainement notre pouvoir d'achat? Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, Daniel. Le pouvoir d'achat des Israéliens va chuter en flèche en début d'année prochaine. Il faut faire une différence entre deux types de mesures qui s'appliquent aux Israéliens qui vont leur tomber sur la tête dans les jours qui viennent, à partir du 1er janvier. Il y a d'une part les mesures décidées par le gouvernement dans le cadre du budget, on en a parlé. L'augmentation de la TVA en fait partie, puisque chaque point de TVA va faire rentrer dans les caisses de l'État 7,5 milliards de shekels. C'est une somme considérable. Il y a les augmentations de cotisations à la sécurité sociale, donc Bitoire Leumi, l'augmentation également de la cotisation pour l'assurance santé, le gel des allocations familiales, le gel des échelons d'impôts qui fait qu'on va payer plus d'impôts sur un revenu qui va valoir moins. Tous les salariés vont devoir donner 2 jours de ce qu'on appelle la Havra'a, qui est un avantage qui était donné aux salariés. Tout ça, c'est l'État qui l'a fait pour essayer de boucher le trou du déficit, on l'a déjà dit, qui est énorme. Donc ces mesures valent 40 milliards de shekels, elles sont importantes, c'est le plus gros plan d'austérité fiscale qu'il y a eu en Israël depuis des dizaines d'années. Donc ça, j'allais dire, Nira, ok, bon, on peut comprendre, c'est la guerre, tout le monde doit faire des efforts. Mais d'un autre côté, nous avons un monde de la consommation, donc ce que les Israéliens vont faire avec ce peu d'argent qui va leur rester après qu'ils auront payé tous ces impôts et toutes ces taxes supplémentaires. Et on se trouve en face d'un secteur des entreprises, en particulier les entreprises qui vendent des biens alimentaires et des produits de consommation courante, où carrément c'est la course au cynisme et à l'exploitation du momentum, du moment d'espèce de dynamique qui s'est créée avec l'idée que les gens ont accepté qu'ils vont devoir payer plus, et des augmentations de prix qui, je le répète, ça fait des mois que je le dis, n'ont aucune justification. Donc, ce n'est pas la peine de nous raconter des histoires. Le 1% de TVA va bien entendu être répercuté en intégralité, mais 1%, Daniel, c'est pas 15%, c'est pas 10%, c'est pas Unilever qui augmente tous ces produits de 15% parce que soi-disant le prix du cacao a augmenté. Alors moi, je peux faire remarquer à Unilever, à Osem et à Strauss que le prix du blé a déjà retrouvé son cours d'avant la guerre d'Ukraine depuis près d'1 an, que le prix du transport maritime a chuté en flèche, que le shekel s'est renforcé durant les derniers mois. Où sont les effets de ces grosses modifications du marché mondial des coûts et des revenus sur notre panier de consommation? On ne le voit pas évidemment, puisqu'en Israël c'est simple, il n'y a qu'une seule direction, c'est le haut. Le shekel est fort, les prix montent. Le shekel est bas, les prix montent. Le transport marin est cher, les prix montent. Le transport marin n'est pas cher, les prix montent. Il y a toujours quelque chose. Soit c'est le travail qui a augmenté, c'est faux, on est bien d'accord. Le salaire moyen, le salaire minimum
minimum à augmenter selon le minimum de l'indice qui est prévu par la loi et rien de plus. Ici, ce qu'on appelle le coup de pouce, ça n'existe pas, ça n'a pas existé depuis Moshe Carlon en 2015. Le coût de l'eau, effectivement, va un peu augmenter, mais sachons que ça représente quand même pas une très très grande partie des coûts d'une usine, Osem, Unilever, etc. On nous parle de l'électricité. Enfin, tout est bon et ça ne baisse jamais. Juste avant de terminer, je veux vous dire, Daniel, que en Europe, les prix descendent. Dans les pays où l'inflation a été la plus forte, et il y en a eu, en France, il y a eu des augmentations considérables des prix au début de la guerre en Ukraine, on en parlait beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, les prix descendent. C'est normal de faire descendre les prix quand les coûts des entreprises baissent. En Israël, ça n'existe pas. Et véritablement, je suis stupéfaite de voir cette attitude des grandes entreprises qui se permettent de faire des annonces comme ça dans un contexte, qui est quand même très déprimé, et psychologiquement et économiquement. Ça n'a pas de justification. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire, nous, les contribuables, face à ce genre de décision unilatérale ? Alors bon, il y a deux types d'actions qui sont complémentaires. Bon, d'une part, il faut se serrer la ceinture, c'est comme ça. Dans la vie, il y a des périodes d'austérité, et pour nous entre Français, Daniel, on comprend très bien ce que ça veut dire. On achète déjà généralement de façon assez économe, on essaye de ne pas trop gâcher, et on sait ce que ça veut dire que de chercher le meilleur prix. Pour les Israéliens, qui ont été drogués à la croissance depuis les années, le début des années 90 à peu près, et jusqu'à aujourd'hui, 30 ans de 30 glorieuses que l'économie israélienne a connues, c'est beaucoup plus compliqué. En Israël, une obsession, c'est être radin, compter, qu'il n'y ait pas une profusion de biens sur la table ou dans les placards, que tout ne déborde pas, et avoir l'air de quelqu'un qui compte ses sous. Ça, c'est vraiment terrible. Je lisais avant-hier, Daniel, très intéressant, un article dans le Yediot Ahronot, dans le supplément du week-end, au moins 6 pages sur le coût de la vie. Comment les familles y font face, comment quelqu'un qui a essayé de vivre en Israël avec 350 shekels par jour, qui n'y est pas arrivé. Et un article qui dit, vous connaissez cette série Coupe Arachit, la caisse du supermarché, série très populaire de Cannes, la chaîne publique, dans laquelle un espèce de personnage un peu repoussoir qui s'appelle Amnon Titinsky représente le radin qui dégoûte tout le monde, qui est tout le temps en train de chercher les promos, qui va faire la queue juste pour acheter un seul yaourt parce qu'il est offert. Toute la série se moque de lui et le traite comme une espèce d'idiot. Ouais. Eh bien, l'article disait, Daniel, Amnon Titinsky a raison. C'est lui qui a raison. Il connaît la valeur de l'argent. Donc, en Israël, il faut changer de mentalité et tout de suite. Parce qu'il n'est pas question de verser encore plus d'argent dans les caisses des grandes entreprises pour aller ensuite en jeter un tiers à la poubelle, comme le montre l'étude de l'association Leket. En Israël, un tiers de la nourriture produite est jetée à la poubelle. Pourquoi ? C'est comme ça, on achète trop, on ne sait pas prévoir. On fait des listes de courses, on compare les prix, on va dans les supermarchés les moins chers, on n'essaye pas de courir à droite et à gauche, on n'a juste pas le temps d'aller chercher ci, ça, là. Bon, bien sûr, il faut plusieurs magasins. Ça, déjà, c'est le bon sens, Daniel. On fait des plans, on cuisine un peu à l'avance, on accommode les restes. Enfin bon, je vous apprends rien de nouveau, C'est juste les Israéliens qui doivent apprendre aussi à le faire. La deuxième chose, c'est évidemment l'action collective. Les boycotts, pouvoir se permettre de ne pas acheter les marques qui sont les plus chères ou qui ont fait les plus grosses augmentations de prix, c'est possible. Bon, mon application Caspenou va sortir dans quelques mois et elle permettra de le faire plus facilement, mais déjà aujourd'hui, on peut le faire. Il faut juste s'informer. Sinon, on choisit une marque leader et on la boycotte. On va acheter des marques distributeurs quand on le peut. On achète quand il y a des promotions. C'est comme ça que les Israéliens vont pouvoir faire. Il n'y a rien d'autre à faire, Daniel. Je rappelle que le budget est en train d'être voté. Il a été déposé à la Knesset cette semaine. Dans tout le budget de l'État d'Israël pour 2025, il n'y a pas une mesure qui concerne le coût de la vie. Pas une seule. Des augmentations d'impôts, il y en a plein, mais dans la loi des arrangements, le Chok HaEsderim, qui est la loi qui propose des réformes structurelles du marché de l'économie israélienne, tous les ans, généralement, le ministère des Finances nous propose des lois, démanteler les monopoles, mettre fin à la concentration. Cette année, c'est zéro. Le gouvernement a délibérément tourné le dos à la population qui travaille, qui sert dans l'armée, qui souffre et qui a du mal à boucler ses fins de mois. Tout le monde s'en fiche et on le leur dit de façon
très clair. Même si on est tous témoins, on a tous des proches qui ont fait des périodes de réserve à l'armée pendant des mois et qui, on le voit, reçoivent des avantages, parfois même conséquents, hein, même si ils ont souffert à la guerre, même si leur entreprise a été affectée par leur service militaire. On voit que le gouvernement accompagne d'une certaine manière cette population. Il y a pas une sorte aussi justement de prise en compte de cette situation qui est hors norme, une guerre depuis 14 mois. Oui, c'est juste, évidemment. Les réservistes, les Milouvnikim, ont été généreusement rétribués. Dès le début de la guerre, quand on a compris que ça allait être une guerre longue, on a modifié une loi qui devait attendre d'avoir fait 3 mois de Milouim pour toucher une espèce de prime. On a accompagné les conjointes, un mouvement de femmes de Milouvnikim s'est créé et elle a exigé de l'aide pour les enfants, pour le babysitter, pour toutes sortes de difficultés qui sont créées par l'absence prolongée du mari. Mais pour autant, bien sûr, que les réservistes ont été largement aidés. Aujourd'hui, on lit ici et là dans la presse, effectivement, des articles sur des personnes à qui on a demandé de rendre. Bon, je pense que ça reste quand même assez marginal. Cela ne change rien au fait que l'atterrissage, Daniel, est extrêmement difficile. Là, vous parlez de quelque chose qui est un peu comme le corona. On a arrosé très largement dans la période la plus difficile. Ça ne justifie pas pour autant d'augmenter à ce point-là les prélèvements, de geler les échelons d'impôts pour tout le monde au lieu de prélever sur les plus hauts salaires, d'augmenter l'impôt sur les entreprises. Enfin, je veux dire, il y a où prendre de l'argent en Israël. On est un pays riche. On a décidé de faire payer la classe moyenne. Hein. Bon, la classe moyenne qui travaille. Tout le monde n'est pas réserviste dans la classe moyenne qui travaille. Aujourd'hui, la plupart des réservistes sont rentrés à la maison et ça va s'appliquer à tout le monde. Alors oui, peut-être qu'ils ont un petit matelas, mais je pense que au niveau macro, c'est pas ça qui va véritablement compter. Il y a eu un souci de l'État par rapport à l'effort de guerre, ça c'est certain. Et une fois de plus, je répète, tout le monde doit participer à l'effort de guerre. On a été attaqué, on se bat sur 7 fronts, on a beaucoup d'ennemis. Il est important d'augmenter les dépenses militaires, de se sentir en sécurité, de faire revenir les habitants dans le nord. Mais tout n'est pas obligé de tomber sur le même secteur de la population. Alors, je voudrais que l'on revienne sur un autre pronostic qui est aussi pas particulièrement encourageant et qui est peut-être le résultat aussi de cette situation. C'est-à-dire, les prix vont augmenter. La logique voudrait que la consommation baisse et que si la consommation baisse, on va dire que la croissance va baisser. Et donc, l'OCDE, elle, a révisé à la baisse les taux de croissance de l'État d'Israël. C'est peut-être quelque part, peut-être que l'OCDE a prédit, on va dire d'une certaine manière, ces démarches qui obligeaient le gouvernement à imposer, on va dire, les contribuables israéliens pour faire payer le prix de la guerre. Oui, alors bon, l'OCDE, il faut déjà comprendre, donc il faut cesser les attaques qu'on voit très souvent dans la presse israélienne envers l'OCDE. Les économistes qui sont chargés d'Israël dans l'OCDE ne font que ça. Hein. Ils viennent très très souvent, ils suivent tout ce qui se passe dans le pays, ils connaissent très très bien la situation économique. Dans le passé, Israël a toujours surpris par sa capacité à rebondir, à refaire de la croissance, à se remettre de coups très durs. C'est aussi ce qu'on espère évidemment aujourd'hui. Ce que l'OCDE a fait, c'est évidemment de réviser la croissance à la baisse. Ce n'est pas possible autrement, parce que les dépenses ne cessent d'augmenter, les dépenses militaires. La guerre dure beaucoup plus longtemps que prévu. On rentre en 15e mois de guerre. On a énormément de salaires, de dépenses, de rééquipements, de remplacement d'équipements usés. Donc tout ça, c'est assez normal. On est déjà en récession. Israël a la population qui augmente de 2% par an, le développement naturel le plus élevé du monde développé. Et quand on a une croissance de 1,6%, de facto, ça veut dire que le PIB par habitant va être inférieur à ce qu'il était par rapport à la croissance de la population. Donc on est déjà en récession, mais même ça, à la limite, ça serait pas bon, ça peut arriver, on peut se redresser, on a des réserves énormes en devises extérieures, la Banque d'Israël administre très très bien tout ça. La problématique que pointe l'OCDE, c'est oui, d'accord, les dangers géopolitiques, mais aussi le marché, enfin la situation intérieure de la société israélienne. Ce n'est pas parce qu'on est économiste qu'on regarde pas une société. Une société, c'est vous, moi, Daniel, des gens qui travaillent, qui s'entendent, qui peuvent mener des projets ensemble. Or là, le niveau d'hostilité et de polarisation à l'intérieur de la société, la reprise annoncée par le ministre de la Justice de la réforme judiciaire, un gouvernement qui ne cesse d'attaquer de façon extrêmement violente les autres pouvoirs,
pouvoir le législatif de façon, enfin pas très, on comprend pas très bien à quoi ça vise. Enfin, on comprend à quoi ça vise évidemment quand on comprend la situation juridique du Premier ministre. Tout ça pour l'OCDE, ce sont également des facteurs qui vont retarder la croissance, baisser la confiance des marchés, décourager des investisseurs qui vont pas forcément avoir envie de venir dans un pays où il y a des manifestations de masse en permanence de part et d'autre. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi les réformes structurelles qui n'ont pas été faites par Israël depuis toutes ces années, que l'OCDE pointe à chaque fois. 50% des hommes ultra-orthodoxes seulement qui travaillent, l'incapacité du gouvernement à leur faire participer à l'effort de guerre, à les enrôler au service militaire obligatoire, également des réformes de transport, des réformes qui touchent la société, l'aide aux populations défavorisées. Aujourd'hui est paru ce matin le rapport Gini. Le rapport Gini, c'est un rapport qui mesure les inégalités à travers le monde, pour tous les pays du monde. Eh bien, pour la première fois depuis des années, les inégalités ont augmenté en Israël. Ça veut dire que le gouvernement n'arrive pas à faire l'effort de redistribution nécessaire. Il faut redistribuer aux plus pauvres, il faut prendre aux plus riches, mais il faut aussi encourager les populations à aller travailler, parce que quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui produit, c'est quelqu'un qui paye des impôts, c'est quelqu'un qui rapporte à la société. Tout ça, c'est important. Et donc, c'est pour ça que l'OCDE se permet d'être assez pessimiste. Cela étant, moi aussi, je m'inscris un peu, je peux quand même dire que c'est un rapport qu'on peut comprendre très très bien. Aussi, il y a les baisses de notes de crédit, évidemment, mais aussi, Israël a toujours eu la capacité de surprendre en bien. Il ne faut jamais l'oublier. On est un pays hyper dynamique, très surprenant, avec des capacités d'innovation, de reconstruction très très fortes, une population jeune. Donc voilà, tout est possible, et aussi du bon côté. Eh bien, on va terminer sur ce mot optimiste, on va dire, de la fin, même si toute l'interview n'était pas véritablement encourageante, en tout cas pour la fin. Bien oui, effectivement, c'est vrai qu'Israël parvient toujours à rebondir, comme vous l'avez dit, et on espère aussi que ça sera le cas cette fois-ci. Merci encore, Yael, de nous avoir expliqué toutes ces tendances, donc à l'augmentation, essentiellement pour les contribuables israéliens, et à la baisse pour la croissance israélienne telle qu'elle est prédite par l'OCDE. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation. Merci Daniel, bonne journée.